Saladin, merci de nous accorder cette interview avant ton prochain combat. Je vais te poser la même question que j'ai posée à tous les gens qu'on a interviewés sur toi. S'il y avait 3 mots pour te définir toi, ce serait quoi ces 3 mots? 3 mots pour me définir. Franchement, je sais pas, un travailleur. Je sais pas, franchement, l'écoute. Et la pédagogie. Ok. Tu te vois comme un élève, un bon élève, un élève sérieux? Je me vois comme un élève sérieux, ouais. Intéressant, intéressant, ok. Donc tu te vois vraiment dans la position de quelqu'un qui a encore à apprendre? On apprend tous les jours. Donc, ouais, je me mets toujours dans la position où on apprend. Voilà. Chaque combat, on apprend. Chaque entraînement, on apprend. Tous les jours, on apprend. Donc, on est toujours dans l'apprentissage. Je repars à ton enfance. C'était comment l'ambiance dans la famille Parnasse quand vous étiez petit? Vous étiez 4 enfants, c'est ça? C'était comment l'ambiance? L'ambiance, quand elle était formidable, hein. Quand tu grandis avec tes frères et sœurs, voilà, y a rien, c'est le truc le plus heureux, hein, qui te rend le plus heureux. Donc non, franchement, elle était formidable, hein, mon enfance. J'ai beaucoup joué avec mon frère, beaucoup joué avec mes sœurs. J'ai eu des bonnes relations avec eux, donc ouais. Samir, pardon, nous a dit que vous étiez un peu foufou et que ta mère devait. Des fois, elle n'en pouvait plus, hein, comme toutes les mamans qui doivent gérer des enfants un peu foufou. Raconte-nous. On foutait un peu le bordel, on courait un peu partout. J'avais beaucoup d'énergie, hein. J'avais beaucoup d'énergie, il fallait canaliser. C'est pour ça que j'ai commencé les mêmes à 11 ans. Donc ouais, on jouait beaucoup, on faisait beaucoup de jeux à la bagarre, on regardait beaucoup les dessins animés de bagarre, les Power Rangers, ces trucs comme ça, ouais, à fond. Actuellement, tout ça, là, voilà, on était à fond dedans quand on était petit, donc ouais, on aimait bien ça. Et même avec mon père, voilà, on kiffait, hein, on kiffait. Je sais que par exemple, John Jones, il raconte qu'avec ses frères, à la maison, dans la cave de la maison, ils avaient aménagé une salle de lutte, mais eux-mêmes, tu vois, et ils se bagarraient en secret avant que les parents rentrent, tu vois, ils faisaient des trucs comme ça, des dingueries parce qu'ils aimaient trop faire ça, tu vois. Est-ce que vous, c'était pareil, ça sautait sur les lits, ça... Comme je t'avais dit, j'habite dans les impôts. Donc on avait un appartement de fonction, on avait une grande cour pour s'amuser, tu vois. Donc ouais, on s'amusait, on faisait des corps à corps, on ramenait nos potes, on faisait des corps à corps là-bas. Donc non, c'était le fait. Il y avait mes cousins aussi qui venaient. Voilà, on faisait plein de jeux par rapport à la bagarre. C'était vraiment... la bagarre, c'est vraiment de famille, donc voilà. Excellent. Tu pourrais me redire ce qu'on s'est dit quand on a fait la balade hier pourquoi tu te bagarrais? Tu m'as dit, c'est parce que fallait que je prouve que j'étais le plus fort. Tu peux me le redire, ça? Quand je faisais des corps à corps avec... quand je jouais à la bagarre avec mes cousins et mes frères, tout ça, voilà, je voulais toujours être le plus fort. J'aimais pas perdre. Dès que je perdais, je pleurais, je rentrais chez moi, je culpabilisais carrément. Je dis comment il a fait pour me battre, tout ça. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est un humain comme moi. Donc je m'entraînais et puis j'essayais de pas lâcher l'affaire. Et jusqu'à que j'arrive à les battre, hein. Après c'était plus compliqué parce que j'étais plus petit. Là aujourd'hui, je les prends tous, hein. Je les prends tous et voilà, c'est de la rigolade tout le temps. C'était de la rivalité, mais je veux dire, pas hostile, mais voilà, il fallait prouver. C'était un truc. Ouais, c'est un truc qu'il fallait prouver, je voulais prouver que c'était moi le plus fort. Donc non, c'était un truc normal, quoi. Samir, toujours lui, nous a dit que vous étiez petits, des petits cochons. Ça mangeait bien quand vous étiez petits, quoi. C'est lui qui le dit, c'est pas nous, hein. Est-ce que ça t'a complexé, toi, ton physique petit, ou pas du tout? C'est un truc. Non, vraiment pas du tout, non. Non, ça m'a pas du tout complexé. J'étais un peu enrobé, mais après, dès que je me suis consacré au sport à fond, j'ai vite perdu du poids. Donc j'ai vite retrouvé mon corps que j'avais parce qu'à partir de 12 ans, 13 ans, je suis parti au Maroc en vacances et j'ai grossi. Je suis resté 2 mois au Maroc. Ma mère m'a envoyé 2 mois et j'ai grossi à fond. C'était là-bas, on mange du couscous, tout ça. Donc, donc voilà. On a parlé avec Fabakary ce matin, et lui, il se souvenait très précisément du jour, de la période du moment où tu as changé, en fait. Il nous a dit, vous aviez 14, 15 ans. Lui, il avait coupé pendant quelques semaines parce qu'il soit il était blessé, soit il était parti.
Ouais, je crois qu'il avait coupé par rapport à ses études. Ouais, et il est revenu et il a dit il avait métamorphosé en 3 semaines, c'était hallucinant, quoi. Tu te souviens de cette période? Aussi, je me souviens, bah, en fait, mon partenaire Baba, Fabakary Diatta, il avait arrêté un peu le sport par rapport aux études. Voilà, il fallait qu'il se consacre à fond pour avoir son diplôme, pour avoir le bac. Donc il a pris, on va dire, une année sympathique pour se consacrer à fond dans les études. Et moi, bah, durant ce temps, je me suis entraîné dur. Je ne suis pas parti en vacances du tout. Je me suis entraîné à fond tous les jours. Au lieu de partir en vacances, je restais à la salle. J'avais maigri à fond, je me suis entraîné à fond. Après, j'ai enchaîné plusieurs combats. Et j'avais enchaîné ouais, une dizaine de combats. Hein. Une dizaine de combats, donc voilà, mon niveau il est monté d'un coup. Et dès qu'il est revenu, ça l'a mis un petit choc. Hein. Parce que quand j'étais petit, bah ouais, il me mettait la misère. Enfin, Bakary Diatta, il me mettait la misère. Tu sais, il me chopait avec les mains et laisse tomber. Il me faisait culpabiliser, je rentrais, je pensais qu'à lui. Mais quand il est revenu, on a fait une bonne guerre et puis voilà. Et tu sais que du coup, ça a été l'inverse. T'es devenu un peu une référence pour lui parce qu'il s'est dit, ah ouais, d'accord. Bah, c'est une référence aussi pour moi. Parce qu'il excelle dans son domaine et moi j'excelle dans le mien. Donc on se tire tous les deux dans le haut, vers le haut. Donc pour moi, c'est un plus de l'avoir de mon côté. Et c'est un vrai frère. Donc pour moi, c'est important. Tu sais, on a grandi ensemble. On est partis en vacances ensemble. Mes premières vacances, quand je suis parti en vacances tout seul, c'était avec lui. On est partis tous les deux. On est partis dans le sud. Donc voilà, c'était mes premières vacances avec lui. Donc Fabakary Diatta, c'est avec lui que j'ai commencé même le MMA. Il a commencé, il avait 12 ans lui, moi j'avais 11 ans. Donc voilà, c'est vraiment une relation fraternelle entre moi et lui. Merci. Ton papa, qu'est-ce qui t'a enseigné, ton père, et qui est devenu un pilier dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important qui t'a appris? Qu'est-ce que tu retiens peut-être qui te guide aujourd'hui? Il y a un truc, quelque chose? Bah, il m'a tout appris. Hein. Mon père, c'est quelqu'un de très important pour moi. J'ai passé des moments inoubliables avec lui. C'est quelqu'un de si important, c'est toujours aussi dur. Bon, mon père, c'était quelqu'un de très gentil. Il m'a jamais frappé, jamais crié dessus. Donc ouais, c'était très compliqué, mais voilà, il faut se remettre de ses émotions. Je retiens que des bonnes choses. J'espère qu'il est fier de moi. Le seul regret que j'ai, je pense, c'est de ne pas avoir assez parlé, parce que j'étais aussi plus jeune. Donc je ne voyais pas la vie de la même manière. Là maintenant, bah, je suis un père de famille, j'ai une fille, donc voilà. Et donc tu peux comprendre son point de vue à lui à l'époque, il y a des choses qu'il a pu te dire? Je le comprends, je comprends tout, et c'est là que je me dis que voilà, faut faire des bonnes choses dans la vie. Il faut transmettre des bonnes valeurs. Et mon père, je pense qu'il m'a transmis des bonnes valeurs. Et je le remercie. Et je pourrais jamais le remercier assez même. Voilà. Donc, Ton papa, il aimait les films d'arts martiaux. Tu l'as souvent dit, c'est la base, tu vois. Il a transmis le virus à la famille comme ça. Et te voir combattre, ça le remplissait de fierté. Il était content de te voir performer. Nous, on aimerait te montrer une petite vidéo par rapport aux gens qu'on a vus cette semaine. Et puis bah, tu nous diras ce que tu penses de ce qu'ils disent de ça, d'ailleurs. ok. Tu l'as? Je te laisse mettre play quand tu peux. Mon père, lui, était content. Comme je dis, même la première fois qu'il a vu Saladin combattre, impressionné, tu vois. Impressionné, tu vois. Il en a parlé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il s'arrêtait plus, tu vois. Saladin, il aurait aimé que son père voit tout ce qu'il a accompli aujourd'hui. C'est triste, mais d'un côté aussi, je sais qu'il fait ça pour lui, ça me motive aussi. C'est une source de motivation de savoir que son père aimait ça et qu'il continue dans cette lancée, même s'il n'est plus là. C'est sûr que ça donne une force en plus. Alors, mon père, il le voyait comme un champion, donc forcément, il veut rester champion. Non, je pense que c'est des bonnes choses. Hein. Voilà, mon père, c'était toute ma vie. Donc voilà. Ils sont dans le vrai, dans ce qu'ils disent? Ils sont dans le vrai. Non, il y a aucun faux. C'est 100% vrai. Non, mon père était très content. Il venait à mes combats. Et voilà, il y avait même des posters de moi dans son travail, quand je partais en Chine, tout ça. Donc non, voilà, c'est mon père, quoi. C'était mon père, quoi.
Et rester un champion aujourd'hui, être un champion demain, le plus longtemps possible, performer, c'est une manière aussi de lui rendre hommage et qu'il soit fier. Bah, ouais, pour moi, c'est une manière de lui rendre hommage. Et la meilleure manière, voilà, c'est d'accomplir des bonnes choses, je pense. On sait que tu le fais pour toi, mais je veux dire, ça aussi, ça compte. Bah, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Comme je l'ai dit, mon père, mon père, il a tout fait pour que je sois heureux et je le suis. Donc pour moi, c'est le plus important. Alors, on passe à la suite. On va parler de ton esprit de compétition. Tout le monde nous en parle, tout le monde nous le dit. Que ce soit une partie de ping-pong ou dans l'octogone, c'est c'est le même acharnement. Hatch nous a dit qu'il a été choqué, impressionné à 11 ans dans la salle quand il a vu à quel point tu étais déterminé à 11-12 ans. Tu vois, c'était pas commun comme truc. D'où ça vient ça? Bah, je pense que. Je sais pas, c'est en moi. Hein. Je pense que c'est en moi. Ce qu'on disait au début sur la bagarre et tout ça aussi. Ouais, c'est en moi. C'est le fait de pas lâcher, le fait de travailler à fond. J'ai envie de réussir, donc je me donne les moyens pour. Si des personnes ont réussi, je me dis pourquoi pas moi, quoi. Comme ils ont fait eux, c'est des humains comme moi, ils ont deux bras et deux jambes, donc voilà. Donc je m'entraîne dur et puis ça paye. Hein. Je pense que c'est dans tout, hein. Dans tout ce que tu fais. Je pense que la persévérance, c'est ça qui paye aujourd'hui. J'ai une autre vidéo sur ce thème-là à te montrer, si tu veux, sur le thème du travailleur acharné, le bosseur extrémiste, on pourrait dire. Et puis tu me diras la réaction. Ah, c'est Boris. Je l'ai vu fatigué quand il était gamin. Mais depuis qu'il est pro, j'ai jamais vu ça le fatiguer. Non, si tu le freines pas, lui, si tu le freines pas, il prend tous les risques qu'il y a à prendre. Hein. Ouais. Bah, tu sais, même des fois à l'entraînement, tu vois, des fois c'est tu le duel, vas-y, repose-toi au ralenti. C'est le premier à arriver à la salle, c'était le dernier. On dormait à la salle. Des fois, il dormait ici en étant jeune. Je te jure. Ouais. Dormir à la salle, quand même, ça montre. C'est plus de l'acharnement, là. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai envie de réussir. Donc, je me donne les moyens pour. Donc, pour moi, c'est le travail avant tout. Hein. Tu t'entraînes très très dur, tu pousses très très loin ce que tu es capable de faire. Ça a failli te coûter cher en novembre dernier parce que tu étais limite à pouvoir aller combattre et tu l'as quand même fait. Raconte-nous pourquoi tu l'as fait. Bah, je l'ai fait parce que c'était une opportunité pour moi, déjà, d'avoir une double ceinture. En termes de plein de choses, en termes de négociation de contrat, en termes d'avenir pour moi, en termes de notoriété dans le monde du MMA. Donc pour moi, pas combattre, non, c'était pas possible. J'étais obligé. C'était une obligation pour moi. C'était mon heure de gloire, on va dire. Donc je voulais le faire à tout prix. Quitte à le faire sur une jambe, mais je voulais quand même combattre. Ouais, pourquoi? Ouais, parce que ce combat, il aurait pu être reporté un petit peu, tu vois. Tu aurais pu attendre, tu aurais même pu prendre Marianne. C'est vrai, j'aurais pu attendre, mais comme je t'ai dit, si Marianne il se blesse, comme là il s'est blessé, peut-être ça m'aurait fait ralentir encore. Donc non, moi je me vois combattre tout le temps. Et là, quand je suis au KSW, bah, je peux combattre régulièrement aussi. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important, de combattre tout le temps, de rester actif. C'est ce qui te permet d'enlever aussi ce stress-là dans la cage, d'avoir toujours un bon rythme. Parce qu'après, dès que tu perds ce rythme-là, c'est dur de remonter dans la cage. Si tu ne combats pas pendant 1 an, 2 ans, la sensation elle est plus pareille. Alors que là, voilà, tu entretiens ce rythme. Donc pour moi, il est important de combattre. Là, on arrive à un paradoxe un peu, je trouve, chez toi. Un truc, tu vois, parce que ta carrière, elle est menée avec beaucoup de sagesse. Vous avez un plan, c'est très réfléchi, vous ne brûlez pas les étapes, etc. Et en même temps, toi, tu prends des risques, soit à l'entraînement ou en combat, il faut un peu te freiner. Donc, comment on gère ça? Non, le risque, il est toujours là. On fait un sport où le risque, je crois que c'est le sport le plus risqué. Hein. On a bien vu contre mon combat contre Torres,
le petit lucky punch qui m'a coûté ma défaite. Donc voilà, on est à l'abri de rien. Donc non, faut combattre tout le temps. Cette défaite, justement, c'est la seule qui t'empêche d'être invaincu, c'est la seule que tu as connue. Alors les défaites, ça arrive, mais la toute première qui casse ton invincibilité, comment tu l'as vécue? Non, je l'ai bien vécu. Comme je te dis, on apprend toujours. Et dans l'apprentissage, dans ce sport, on fait que d'apprendre. Donc je pense que c'est un truc qui m'a même encore plus boosté, qui m'a fait encore plus travailler encore mes mouvements plus durs, tous mes entraînements plus durs. Maintenant, je fais plus attention. Je reste quand même très vigilant, parce que j'avais un peu la fougue de la jeunesse, on va dire. C'est-à-dire que je partais, voilà, quand je partais au combat, je donnais tout directement, alors que là, je fais plus attention, je réfléchis quand je combats. Donc ça m'a changé et j'ai appris. Donc pour moi, c'est une bonne chose et ça crée une histoire ça crée une nouvelle histoire, on va dire, ça crée un nouveau chapitre. Donc non, pour moi, tous les combats que je fais maintenant, voilà, ça crée une histoire de ma vie, quoi. Malgré le fait que la défaite te fait vomir, quoi. Bah, c'est comme ça après, comme je t'ai dit, on apprend. C'est rien du tout. Mohamed Ali a perdu, Mark Tyson a perdu, les plus grands champions ont perdu. Ils ont su rebondir de tout ça. Donc, Mais je me dis que les jours d'après, t'as dû... je me suis entraîné plus dur, ça m'a donné la rage. La rage, je me suis dit, comment il a fait? Donc j'ai travaillé dur et j'ai repris ma revanche. Et je l'ai bien repris, donc c'est le plus important. Tu l'as bien repris, avec une côte cassée. Avec une côte cassée. Bon, après, lui aussi, il a eu un tibia péroné, donc voilà. Est-ce que parfois, tu as conscience que les risques, je repense par exemple au combat de novembre dernier, que ça peut inquiéter tes proches, ça peut générer du stress chez les gens qui tiennent à toi, tu vois? Ouais, après, le combat, c'est moi qui le fais, donc les décisions, ils tiennent qu'à moi. Donc tout le monde a peur. Mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Est-ce que le plus grand danger, ton plus grand ennemi, ça peut pas être toi-même, tellement tu pousses loin tes limites? Bah, si, je pense que le plus grand ennemi, c'est moi-même, hein. Après, c'est à moi de contrôler, c'est à moi d'être intelligent dans ce que je fais. Prendre des jours de repos, faire attention à ce que tu manges. Voilà, après, on est tout seul, hein. La cage, elle se referme. C'est mon adversaire et moi, on se regarde dans les yeux et puis c'est parti. Donc non, faut être très intelligent dans ce que tu fais. Donc voilà. Un mot sur Ziolkowski et Marianne, ton prochain adversaire. C'est le plus gros combat de ta carrière qui arrive là? Bah, tous mes combats maintenant qui arrivent, c'est les plus gros de ma carrière. Il n'y a aucun combat où ça a été le plus gros combat. Donc non, tous mes combats maintenant, tous mes combats deviennent des grands combats. Donc c'est le plus grand combat de ma carrière, la Marianne. Il y a un bif entre vous? On s'aime pas. On s'aime pas, clair. Et lui m'aime pas, moi je l'aime pas. Et puis voilà, là ça va être le jour de ça, ça va être le moment de s'affronter. On va régler ça sur le ring. Après moi j'ai tout à gagner, lui il a tout à perdre. Je viens dans une nouvelle catégorie, qui est les moins de 70 kilos. Donc la ceinture, c'est lui qui l'a, je viens la chercher. Donc la pression, je pense que c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a, ça se dit comme ça, non? Qu'il l'a ou qu'il l'a? Ouais, qu'il l'a. Donc voilà. Il fait 1m85, c'est un grand gabarit. Ça fait quoi de te farcir un grand là, pour une fois? Ça fait quoi? Non, ça. Bah. Il est grande taille, c'est tout, il a de la longe, il faut faire attention à son allonge, il faut faire attention à ses directs bras avant, direct bras arrière, à ses front kicks, et puis c'est tout, hein. Je pense qu'il a que ça. La gestion de la distance avec lui, c'est important. Ça va être gérer la bonne distance, trouver la solution, frapper au bon moment, le ramener au sol au bon moment. Je vais faire du MMA, quoi. Combattre la ceinture, pour la ceinture, un Polonais chez lui, devant 60 000, on attend des records là. Tu as bien conscience que là, peut-être aller à la décision, ça peut être dangereux, qu'il faut peut-être chercher... Bah après tu sais, j'ai créé mon public là-bas, ça fait 5 ans que je suis là-bas. Donc je pense que j'ai plus de fans polonais que lui. Donc
Donc je sais pas comment t'expliquer ça. d'entendre ça. Donc en vrai, c'est Tu veux dire que tu es respecté en fait là-bas? respecté là-bas. Comme je dis, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je performe en KSW, ils m'ont vu grandir. Je suis arrivé, j'avais 20 ans, j'étais le plus jeune champion de l'organisation, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. J'ai eu la ceinture des KSW à l'âge de 22 ans. Je suis le plus jeune double champion du KSW. Personne ne l'avait fait auparavant. Donc l'histoire du KSW, je l'ai très bien marqué et je le marque encore aujourd'hui. Tu lui prends la ceinture là, lors du combat, tu es double champ. Tu auras clairement marqué l'histoire de cette ligue et même du sport français. Il te reste quoi à faire là-bas après? Bah, ça va dépendre de ce qu'ils me proposent. Ça va dépendre de mes coachs, ce qu'ils veulent. Donc je vais aller au plus offrant. J'arrive vers la conclusion. Ton frère pense carrément, je cite, que tu vas révolutionner le MMA. Tu as ça en toi. Tu es de ce niveau-là, comme un Aldo, un Conor, tu vois. Révolutionner son sport, écrire l'histoire de son sport, ce serait un truc grand pour toi? C'est quelque chose que tu aimerais faire? Bah, j'aimerais bien laisser une grosse empreinte de ce sport-là. Donc ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Pour l'instant, en France, je l'ai bien laissé. Et j'espère le laisser au monde entier. Pour marquer l'histoire de son sport, il faut taper les meilleurs. Les meilleurs, ils sont où là? Bah, comme je t'ai dit, après, il faut avancer étape par étape. Hein. J'ai pas envie de maigrir les étapes, j'ai pas envie de tu peux être tout en haut comme tu peux être tout en bas. Donc pour l'instant, je reste focus sur mon prochain combat. Je vois que ça, mon prochain combat, Marianne. Là, pour l'instant, la prochaine étape, c'est Marianne. Le vaincre. Voilà, je croise les doigts pour ça. Je m'entraîne dur pour ça. Donc je vais me donner les moyens pour. Et puis j'ai déjà la date pas la date, mais j'ai déjà le nom de mon prochain adversaire aussi, qui est Robert, qui a combattu contre la ceinture intérimaire. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi le KSW ils ont fait ça, mais parce que tout le monde sait que c'est moi le vrai champion de la catégorie. Mais j'ai réglé ça aussi, donc voilà. T'as encore quelques affaires à régler. Voilà, je suis en mission encore. On a quasiment fini. Est-ce que tu penses qu'on peut être une légende du sport sans prendre des risques, c'est-à-dire plus de risques à un certain moment? Autrement dit, des Volca, des mecs comme ça dans d'autres trucs. Après, ça dépend ça dépend de toi en vrai. Donc regarde Fedor. Fedor fait partie des grandes légendes. C'est la légende du MMA même, Fedor. Donc Qui n'est pas passé à l'UFC. aussi. Donc il y a une autre vie en dehors de l'UFC, ça? Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres choses. Après, comme je t'ai dit, moi je refuse rien du tout. Hein. Donc tu pourras me voir peut-être à l'UFC, peut-être dans les autres organisations, je sais pas, mais pour l'instant, je suis au KSW et je respecte le contrat du KSW pour l'instant. Ce qui est marrant, c'est que quand on demande à toi ou même aux autres les combats de rêve où ils aimeraient te voir, tu vois, affronter quelqu'un, même toi, tes références, c'est des gens qui étaient à l'UFC, malgré tout. Bah, si tu me dis est-ce que tu aimerais bien affronter Volkanovski demain, je vais te dire bah oui, j'aimerais bien l'affronter. José Aldo, c'était un peu José Aldo, c'était un modèle, c'était mon rêve de l'affronter. Mais voilà, ouais, ça aurait fait un beau combat, mais je crois que maintenant que j'ai pris de la maturité, avant je le voyais vraiment costaud, vraiment fort. Là, je le vois vraiment, il est descendu au moins de 61 kg. Donc je le vois vraiment petit pour un 66 kg. Quand je vois les Conor qui sont vraiment costauds comparé à lui. Donc voilà. Après j'ai pris de l'âge, donc maintenant je vois les choses différemment. Parce Je que vois ce ce qui est sport sûr, aussi c'est différemment. que les fans, ils ont envie de te voir contre tous ces mecs là, contre tous les meilleurs, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose des grands, tu vois. Je pense que tous les combattants ont envie de combattre les meilleurs. Sinon on n'est pas des combattants.